Bonjour et bienvenue à cette nouvelle exploration des sources partagées. Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur des extraits d'un résumé du livre Guérir grâce à la neuroplasticité de Norman Doidge. C'est un ouvrage qui explore une idée assez révolutionnaire, je trouve, la capacité du cerveau à se réparer lui-même, à se remodeler grâce à cette faculté incroyable, la neuroplasticité. Oui, absolument. Et ça, en utilisant des approches naturelles comme la lumière, le son, les vibrations, le mouvement. C'est un domaine passionnant, effectivement. Deutsch compile des recherches, mais surtout, il raconte des histoires humaines, des cas concrets qui illustrent ce potentiel du cerveau. Un potentiel qui a été longtemps sous-estimé, voire même nié par la médecine plus traditionnelle, qui voyait le cerveau adulte comme quelque chose de plutôt fixe. Tout à fait. Et les sources qu'on a ici présentent des parcours vraiment étonnants. Des gens qui surmontent des douleurs chroniques installées depuis des années, d'autres qui regagnent en mobilité malgré un diagnostic de Parkinson. Des récupérations après des lésions cérébrales aussi. Donc notre mission aujourd'hui, c'est d'extraire les idées fortes de ces résumés pour bien saisir ce potentiel de guérison remarquable. Oui, et ce qui est particulièrement frappant, je trouve, c'est de voir comment des méthodes souvent non invasives, parfois même assez simples en apparence, peuvent déclencher des changements profonds en exploitant justement cette capacité d'adaptation du cerveau. Ça ouvre des perspectives là où on pensait parfois qu'il n'y en avait plus. Ça remet en question pas mal de choses. Clairement. Ça nous force à revoir certaines conceptions qu'on avait sur les limites de la récupération neurologique. C'est exactement ça. Alors, entrons dans le vif du sujet. Comment cette neuroplasticité peut, concrètement, intervenir pour soulager quelque chose d'aussi envahissant que la douleur chronique? Le premier extrait nous parle du docteur Michael Moskowitz. Ah oui, Moskowitz. Racontez-nous un peu son histoire. Alors, Michael Moskowitz, il est psychiatre de formation, mais il est devenu un spécialiste de la douleur, et ça, c'est en grande partie à cause de sa propre expérience. Il a eu un accident assez grave, je crois, vers 1999, où il s'est blessé sérieusement à la jambe. Ah oui, hein. Et c'est en observant sa propre récupération, et surtout les moments où sa douleur semblait s'éteindre, qu'il a eu une intuition fondamentale. Laquelle? Qu'est-ce qu'il a compris? Il a réalisé que le cerveau, c'était pas juste un récepteur passif des signaux douloureux. Il pouvait activement moduler et même éteindre cette douleur. Et ça l'a conduit à faire une distinction cruciale entre la douleur aiguë, tu sais, le signal d'alarme utile quand on se coupe ou on se brûle, Oui, le signal normal, quoi. voilà, et la douleur chronique. Pour lui, la douleur chronique, celle qui persiste longtemps après la guérison de la blessure initiale, c'est plus un signal d'alarme pertinent. Ça devient une sorte de mauvaises habitudes, un circuit neuronal appris et suractivé dans le cerveau. Une habitude du cerveau. C'est ça. Et il a lui-même souffert d'une douleur chronique au cou après un autre incident, ce qui a renforcé sa conviction et sa recherche de solutions. Une expérience apprise. Et c'est une perspective assez différente, effectivement. Si c'est appris, ça veut dire qu'on pourrait peut-être le désapprendre. C'est exactement le pari de Moskowitz. Et c'est là que la neuroplasticité devient l'outil clé. Il a développé des techniques basées sur la visualisation. En gros, il demande à ses patients de faire un effort mental très ciblé. C'est-à-dire? Imaginez les zones de leur cerveau qui correspondent à leur douleur. On sait faire ça maintenant, les cartographier, et de visualiser activement ces zones en train de rétrécir, de s'apaiser. Visualiser sa douleur qui diminue dans son propre cerveau. Mais comment ça peut marcher, ça? L'idée, elle repose sur ce qu'on appelle la plasticité compétitive. Le cerveau a des ressources limitées, que ce soit en attention ou en énergie. En dirigeant consciemment son attention et ses efforts mentaux ailleurs, ou en visualisant activement la réduction de l'activité dans les zones de la douleur, on affame en quelque sorte ces circuits douloureux. On les prive de carburant, si on ne... Voilà, c'est un peu ça. On les utilise moins, on renforce d'autres circuits, ceux de la sensation normale, du bien-être, et, progressivement, les circuits de la douleur chronique s'affaiblissent. C'est une reprogrammation active, en fait. Et les résultats, ils sont là. Le résumé donne un exemple assez frappant, non? Oui, celui de Jeanne Sandin, une infirmière qui souffrait d'une sciatique vraiment invalidante depuis des années. Et à force de pratiquer ses visualisations avec persévérance, elle a réussi à se libérer complètement de sa douleur. Complètement. C'est incroyable, oui, oui. Et pour guider ses patients dans cet effort mental soutenu, parce que c'est pas facile, Moskowitz a même créé un acronyme, M-I-R-R-O, MIROR. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, chaque lettre représente un élément clé. Motivation, il faut vraiment vouloir changer. Intention, l'effort conscient, dirigé. Relentlessness, ça c'est la persévérance, l'acharnement même. Reliability, la régularité, la constance dans la pratique. Opportunity,
Voir chaque pic de douleur non pas comme une défaite, mais comme une opportunité de pratiquer. Et restoration, viser le retour à une fonction normale, pas juste un petit mieux. Cet acronyme souligne bien que c'est le patient qui est au cœur du processus, c'est un engagement actif. Tout à fait. Cette insistance sur la persévérance acharnée, relentlessness, ça suggère quand même que ça demande un effort considérable. Le résumé donne une idée du temps que ça peut prendre. Le résumé n'entre pas dans les détails précis pour chaque patient, évidemment, mais il est clair que ce n'est pas une solution miracle instantanée. Ça demande un investissement mental répété, quotidien, parfois pendant des mois. C'est un vrai entraînement cérébral. D'accord. Et Moscovici insiste bien là-dessus, ce n'est pas un simple effet placebo. Les changements obtenus sont durables parce qu'ils correspondent à des modifications physiologiques réelles dans les circuits du cerveau, des trucs qu'on peut mesurer par imagerie cérébrale. Ah oui, c'est pas juste dans la tête au sens psychologique. Exactement. C'est différent de l'effet placebo qui est souvent plus transitoire. C'est un point vraiment crucial. Et sa collaboration plus tard avec le docteur Marla Golden, en intégrant des thérapies corporelles, ça montre aussi une approche plus globale, qui prend en compte toute la personne. Oui, une approche holistique. On est loin de la simple prescription d'antidouleurs pour gérer la situation là. On parle d'une possibilité de guérison en agissant directement sur la source du problème. Le cerveau lui-même. Exactement. Ça replace le patient comme acteur principal de sa guérison en utilisant la capacité naturelle de son propre cerveau à changer. Cette idée d'utiliser l'esprit pour remodeler le cerveau, c'est puissant. Mais le résumé explore aussi comment cette plasticité s'applique à un défi complètement différent, le contrôle du mouvement. En particulier dans des cas comme la maladie de Parkinson. L'histoire de John Pepper, elle est assez incroyable, non ? Ah oui, John Pepper, c'est une histoire étonnante. Il a été diagnostiqué avec Parkinson il y a plus de 20 ans. Et pourtant, comme le décrit le résumé, sa mobilité, son contrôle moteur, ça défie largement ce qu'on attendrait après tant d'années avec cette maladie neurodégénérative. Et son secret, c'est quoi? Pas un médicament miracle, j'imagine. Non, pas du tout. C'est une méthode très personnelle et très exigeante. Elle repose sur 2 piliers. Un programme de marche très spécifique et un entraînement mental constant. Un entraînement mental en marchant. Oui, il marche de manière extrêmement consciente. Il se concentre délibérément sur chaque composante du mouvement. La longueur du pas, la hauteur du genou, le balancement des bras, la posture. Tu vois, Parkinson, ça affecte surtout les ganglions de la base, une zone du cerveau qui gère l'automatisation des mouvements. Les mouvements qu'on fait sans y penser d'habitude. Exactement. En rendant chaque mouvement volontaire et conscient, Pepper utilise d'autres régions de son cerveau, notamment le cortex préfrontal, pour, en quelque sorte, contourner les circuits qui sont défaillants. Il doit penser activement à chaque étape. C'est mentalement épuisant, apparemment, mais pour lui, c'est efficace. Donc il force son cerveau à trouver de nouveaux chemins pour commander ses muscles. Et l'exercice physique en lui-même, ça joue un rôle au-delà de cette concentration mentale. Ah oui, absolument. La recherche scientifique a montré que l'exercice physique soutenu, surtout l'exercice aérobique comme sa marche rapide, ça stimule la production de facteurs neurotrophiques dans le cerveau. C'est comme des sortes d'engrais pour les neurones. Des engrais pour neurones. Oui, le résumé mentionne spécifiquement le GDNF, un facteur neurotrophique. On sait que ce GDNF a un rôle protecteur pour les neurones à dopamine, justement ceux qui dégénèrent dans la maladie de Parkinson. Donc l'exercice aiderait à la fois à protéger les neurones qui restent et potentiellement à renforcer les connexions. C'est fascinant. Il a en quelque sorte co-développé sa propre thérapie, basée sur l'effort et la conscience. Le résumé dit que son cas a suscité un certain scepticisme dans le milieu médical. Oui, certains ont même douté de son diagnostic initial tellement son état était bon par rapport aux attentes. Ce qui montre bien les difficultés à intégrer ces approches non conventionnelles, même quand les résultats sont là. Et lui, Pepper, il insiste sur quoi ? Il martèle l'importance de commencer ce type d'exercice intensif et régulier le plus tôt possible après le diagnostic pour maximiser les chances de préserver la fonction motrice. Son approche, basée sur la rééducation consciente du mouvement, ça fait d'ailleurs écho aux travaux d'un autre pionnier dont parle le résumé, Moshe Feldenkrais. Ah, Moshe Feldenkrais. Encore un personnage au parcours atypique. Physicien, judoka de haut niveau, puis guérisseur par le mouvement. Tout à fait. Feldenkrais a développé sa méthode, la prise de conscience par le mouvement, suite à une grave blessure au genou qui menaçait sa capacité à marcher. Plutôt que de subir une opération risquée à l'époque, il a utilisé ses connaissances en physique, biomécanique, neurosciences naissantes et arts martiaux pour se rééduquer lui-même. Quels sont les grands principes de sa méthode ? J'ai cru comprendre qu'il insistait beaucoup sur l'unité corps-esprit.
C'est vraiment le cœur de sa pensée. Pour Feldenkrais, on ne peut pas séparer le mouvement, la pensée, les sensations, les émotions. Le cerveau ne peut pas penser sans une fonction motrice en arrière-plan. Sa méthode vise à améliorer la fonction par une prise de conscience extrêmement fine de la manière dont on bouge. Comment il fait ça? Il utilise des séquences de mouvements, souvent inhabituelles, exploratoires, effectuées très lentement et avec le minimum d'effort possible. Pourquoi lentement et avec peu d'efforts? Ça semble un peu contre-intuitif pour s'améliorer. Justement, ralentir et réduire l'effort, ça permet d'augmenter la sensibilité, la capacité du système nerveux à percevoir des différences subtiles dans les sensations, tu sais, la proprioception. Quand on force ou qu'on va vite, on active les schémas moteurs habituels qui sont souvent inefficaces ou source de tension. On reste dans nos routines, quoi. Exactement. En explorant doucement, on donne au cerveau la possibilité de découvrir de nouvelles options de mouvement, plus efficaces, plus fluides. Ça permet de raffiner ce que Feldenkrais appelait les cartes cérébrales du corps, les représentations internes de notre schéma corporel. Et sa vision des erreurs, elle était particulière aussi, non? Oui, il ne voyait pas l'erreur comme un échec, mais comme une information essentielle, une partie normale de l'apprentissage moteur. Pour lui, il n'y avait pas une seule bonne façon de bouger, mais plein de possibilités. Son but, c'était d'élargir le répertoire moteur de la personne, de lui redonner le choix. Intéressant. Il pensait que beaucoup de nos limitations physiques venaient plus d'habitudes neuromusculaires limitantes, apprises et ancrées, que de vrais problèmes structurels irréversibles. Et le résumé dit qu'il a eu des résultats remarquables avec des gens ayant eu des AVC ou atteints de paralysie cérébrale, en utilisant un toucher très doux, des guidages subtils, pour les aider à réorganiser leur système nerveux. Encore une illustration de cette plasticité activée cette fois par une exploration sensorimotrice très fine. Absolument. Que ce soit la visualisation de Moscovitch, la marche consciente de Pepper ou les explorations subtiles de Feldenkrais, le fil conducteur, ça reste l'utilisation de l'attention focalisée et de l'intention pour remodeler activement les connexions cérébrales et améliorer la fonction. C'est déjà un panorama impressionnant, mais les sources, elles ne s'arrêtent pas là et décrivent des approches encore plus surprenantes pour stimuler cette neuroplasticité. Le chapitre 4 du résumé aborde la reconfiguration du cerveau par la lumière. Ça sonne presque un peu New Age au premier abord. Oui, mais l'idée de la lumière comme agent thérapeutique, elle est en fait très ancienne. Le résumé cite Florence Nightingale qui notait déjà l'importance de la lumière du soleil pour la guérison au XIXe siècle. Ah oui, quand même. Mais la science moderne, avec ce qu'on appelle la photobiomodulation, est en train de redécouvrir et de valider certains de ces mécanismes au niveau biologique. On parle ici de l'utilisation de certaines longueurs d'onde de lumière, souvent dans le rouge ou le proche infrarouge, y compris via des lasers de faible intensité. Des lasers sur le cerveau quand même? De faible intensité, oui. LLT, ça s'appelle. Ils peuvent pénétrer les tissus, y compris le crâne. Et comment cette lumière agirait sur le cerveau alors? Alors, la lumière absorbée au niveau cellulaire, en particulier par les mitochondries, les petites usines énergétiques de nos cellules, si tu veux, ça semble avoir plusieurs effets bénéfiques. Ça peut améliorer la production d'énergie, réduire l'inflammation locale, améliorer la circulation sanguine et même déclencher des cascades de signalisation qui favorisent la réparation et la protection des neurones. Donc, un effet biologique direct, pas juste symbolique. Exactement. Le résumé donne l'exemple de Gabrielle Pollard, une femme qui aurait récupéré d'une lésion cérébrale traumatique grâce à l'application de cette lumière sur son crâne. C'est assez spectaculaire. On évoque même un potentiel pour les AVC ou Alzheimer. C'est une voie de recherche active et prometteuse, c'est sûr, même si elle en est encore à ses débuts pour beaucoup d'applications. Une autre technologie qui peut sembler étonnante est présentée au chapitre 7, le dispositif PONS. Ah oui, le PONS. Ce petit appareil qu'on place sur la langue. L'histoire de Ron Ousmane, ce chanteur de Broadway atteint de SP, qui avait perdu sa voix et une grande partie de sa mobilité, et qui les retrouve de manière significative grâce à ça. C'est particulièrement marquant. Comment un appareil sur la langue peut avoir un tel impact sur le cerveau? La langue, c'est une interface incroyable avec le cerveau. Elle a une densité énorme de terminaisons nerveuses sensorielles qui sont directement connectées au tronc cérébral. Le tronc cérebral, la tour de contrôle en quelque sorte. Voilà, c'est un peu ça. Il relie les hémisphères cérébraux à la moelle épinière et régule des fonctions vitales comme la respiration, le rythme cardiaque, mais aussi l'équilibre, la coordination, l'attention. Le PONS, lui, il délivre de très légères impulsions électriques sur la surface de la langue. Et ces impulsions, elles remettent de l'ordre dans le cerveau, c'est ça l'idée? C'est l'hypothèse principale développée par un des pionniers, Yuri Danilo.
L'idée, c'est que les maladies neurologiques ou les lésions cérébrales créent une sorte de bruit de fond neuronal, une désorganisation dans les signaux échangés dans le cerveau. Cette stimulation intense et précise via la langue agirait comme un signal puissant pour aider le cerveau à retrouver son équilibre, son homéostasie. Un peu comme appuyer sur un bouton reset. C'est une bonne image. Pour calmer le système et lui permettre de mieux s'autoréguler et de se réorganiser de façon plus fonctionnelle. Donc, aider le cerveau à retrouver un fonctionnement stable pour surmonter le brouillard neuronal de la maladie. Et ça semble marcher pour différentes atteintes. Parkinson, SEP, traumatisme crânien. Les résultats rapportés dans le résumé, oui, pour des patients atteints de CEP comme Hussmann, mais aussi de troubles de l'équilibre après un trauma crânien, ou même certains symptômes de Parkinson, sont souvent décrits comme rapides et significatifs. Surtout quand la stimulation est combinée à une rééducation physique ou cognitive ciblée. L'appareil amplifierait en quelque sorte la capacité du cerveau à bénéficier de cette rééducation. C'est une piste de technologique intrigante en tout cas. Et pour finir ce tour d'horizon des modalités sensorielles, le chapitre 8 nous emmène vers le son et la musique avec ce qu'il appelle un pont de son. Ah, la musique. Elle a des liens extraordinairement profonds et complexes avec le cerveau. Ça engage les émotions, la mémoire, les circuits de la récompense, mais aussi la synchronisation motrice, les fonctions cognitives. C'est vrai. Le résumé met en lumière des approches thérapeutiques qui utilisent des sons spécifiquement traités ou modifiés pour entraîner le cerveau. Il cite notamment les travaux pionniers d'Alfred Tomatis et ceux plus récents de Paul Madol avec la méthode Listening Fitness. Comment ces sons modifiés peuvent aider concrètement? C'est quoi l'idée? Tomatis, par exemple, il utilisait des filtres électroniques pour accentuer ou atténuer certaines fréquences dans la musique. Il utilisait souvent du Mozart ou dans des enregistrements de la voix maternelle. L'idée derrière, c'est que certaines fréquences sonores sont cruciales pour le développement du langage, de l'attention, de la posture et même de la régulation émotionnelle. Donc, en musclant l'oreille et les voies auditives du cerveau à mieux percevoir ces fréquences clés, on pourrait améliorer ces fonctions. C'est ça l'idée, muscler l'écoute, en quelque sorte. Et les applications décrites, ça concerne qui? Le résumé indique que ces méthodes ont montré des bénéfices pour des enfants et des adultes avec divers défis, troubles de l'apprentissage, dyslexie, TDAH, troubles du traitement auditif, et même certains symptômes liés à l'autisme, comme les difficultés de communication sociale ou l'hypersensibilité auditive. L'entraînement auditif aiderait le cerveau à mieux filtrer les infos sonores pertinentes, à améliorer la concentration, le langage, la coordination. L'idée de Tomatis, que l'oreille fonctionnerait un peu comme une dynamo qui charge le cerveau en énergie grâce au son de haute fréquence. Et cette phrase citait que le rythme et l'harmonie trouvent leur chemin vers les lieux intérieurs de l'âme. C'est très imagé, mais ça semble recouvrir des observations cliniques sur l'impact profond du son sur notre état général. Effectivement, ces approches, même si elles sont parfois controversées ou manquent encore d'études à grande échelle pour certaines applications, elles suggèrent fortement que la stimulation auditive ciblée est un autre levier puissant pour influencer la neuroplasticité et l'organisation fonctionnelle du cerveau. Alors, après ce parcours assez incroyable, la visualisation contre la douleur, le mouvement conscient pour Parkinson, la lumière pour les lésions cérébrales, la stimulation par la langue, la musique pour les troubles d'apprentissage, si on essaie de prendre un peu de hauteur, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de cette exploration des sources d'énigmes? Pour moi, ce qui émerge avec force, c'est que cette neuroplasticité, c'est pas juste un concept fascinant pour les chercheurs, c'est une réalité tangible, une capacité qu'on peut vraiment exploiter de notre cerveau pour changer, s'adapter. Oui, Et dans beaucoup de cas rapportés ici, pour guérir ou récupérer des fonctions qu'on croyait perdues à jamais. C'est tout à fait ça. Ce qui est frappant, c'est la convergence des approches. Malgré leur diversité apparente, visualiser, bouger, recevoir de la lumière, des stimulations électriques ou des sons modifiés, elles ont en commun d'utiliser des stimulations sensorielles précises ou un état mental focalisé, comme l'attention, l'intention, comme catalyseur pour induire ces changements cérébraux. Des changements profonds et durables, on l'a vu, oui. Elle démontre que le cerveau est intrinsèquement conçu pour se réorganiser en réponse à des expériences et des entraînements ciblés. Le principe sous-jacent, ça semble être celui de l'information, donner au cerveau la bonne information sous la bonne forme pour qu'il puisse s'autocorriger.
Et l'autre élément qui ressort vraiment de partout, c'est le rôle absolument central de la personne elle-même dans ce processus. Que ce soit la discipline mentale de Moskowitz, la détermination de Pepper, l'attention fine de Feldenkrais, l'engagement actif, la motivation, l'intention, la persévérance, ça apparaît comme un ingrédient indispensable. C'est pas une pilule magique qu'on avale passivement, ça c'est sûr. Non, clairement pas. L'agentivité du patient, sa participation consciente et volontaire, c'est la clé. Et c'est là que ça ouvre des perspectives considérables. Ces exemples remettent en question l'idée d'irréversibilité pour beaucoup de conditions neurologiques ou chroniques. Et si on élargit un peu la réflexion, ça nous invite tous à reconsidérer le potentiel souvent sous-exploité de notre propre cerveau. Pas seulement pour la guérison face à la maladie, mais aussi pour l'apprentissage continu, l'amélioration de nos capacités, le changement de nos habitudes. Notre adaptation générale tout au long de la vie. Voilà, le message fondamental, c'est que notre cerveau conserve une capacité de changement bien plus grande et bien plus longtemps qu'on ne le pensait traditionnellement. C'est une perspective très encourageante, je trouve, pour conclure. Ces histoires, tirées du résumé du livre de Deutsch, elles témoignent d'une capacité de résilience et de transformation humaine vraiment remarquable. En effet. Et peut-être que la question que ça nous renvoie à chacun, au-delà de ces cas cliniques, c'est dans quel domaine de notre propre vie, face à quelles limitations ou habitudes qu'on considère peut-être comme figées, pourrions-nous consciemment appliquer ces mêmes principes, l'attention focalisée, l'intention claire, la pratique délibérée et répétée, pour initier un changement positif et exploiter notre propre potentiel neuroplastique, qui est là, latent? C'est une excellente question à laisser infuser. Merci beaucoup d'avoir partagé cette analyse approfondie et vraiment éclairante des sources avec nous aujourd'hui. Merci à vous. C'était un plaisir d'explorer ce sujet fascinant. À bientôt.